La bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce vendredi 28 juin 2024. Donc voici les titres. Les députés du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar ont à leur tour réagi sur la polémique de la déclaration de politique générale du Premier ministre. Ces parlementaires considèrent qu'inviter le Premier ministre à se soustraire de cette exigence constitutionnelle constituerait une violation grave du principe sacro-saint de la séparation des pouvoirs et invitent le président de l'Assemblée nationale à engager sans délai une clarification de la situation. Le PAEN s'est lancé ce vendredi. L'objectif principal de ce projet est d'étendre l'accès à une connectivité à haut débit abordable et résiliente au changement climatique et améliorer l'adoption des services publics en ligne et des dossiers médicaux électroniques. La cérémonie a eu lieu en présence du ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, ainsi que celui de la Santé et de l'Action sociale. Leurs propos dans cette édition. Élection présidentielle en Mauritanie, 7 candidats vont s'affronter, dont le président sortant Mohamed Ould Ghazouani, tandis que la candidature plutôt de son prédécesseur Mohamed Ould Abdelaziz a été déclarée irrecevable pour des raisons techniques par le Conseil constitutionnel. C'était là les titres, le développement, c'est tout de suite. Un immense plaisir de vous retrouver, fidèles téléspectateurs de GTV, dans cette édition que nous démarrons avec le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar qui n'a pas tardé à répondre à celui de Yewwi Askan Wi sur la déclaration de politique générale du Premier ministre. Face à la presse ce vendredi, Abdou Mbow et compagnie ont fustigé la sortie de leurs collègues. Concernant le Premier ministre Ousmane Sonko, il l'exhorte à prendre ses responsabilités. Autrement dit, ils vont se servir des moyens légaux pour faire face. Abdoulaye Dieye et Boubacar Diagne ont assisté à leur point de presse suivant le compte-rendu. Yewwi Askan Wi ont cru devoir se substituer au Premier ministre en violant honteusement le principe sacro-saint de la séparation des pouvoirs, exhortant ce dernier, c'est-à-dire le Premier ministre, de ne pas satisfaire son obligation de faire sa déclaration de politique générale, moment important de débat démocratique, conformément à l'article 55 de notre charte fondamentale, c'est-à-dire la Constitution. Les tristes porteurs de cette invite à la forfaiture invoquent le règlement intérieur de l'Assemblée nationale qu'ils qualifient de faux, ils ont fermé totalement les yeux sur l'article 55 de la Constitution qui stipule très clairement, après sa nomination, le Premier ministre fait sa déclaration de politique générale, on n'a pas dit peut ou bien doit, mais on dit fait. C'est une injonction de la Constitution, la charte fondamentale. En tout état de cause, les députés du Sénégal que nous sommes, en adéquation avec tous les autres collègues avec qui nous partageons les valeurs démocratiques et républicaines, prenons l'opinion nationale et internationale à témoin en rappelant solennellement à M. Ousmane Sonko son obligation de respecter son devoir constitutionnel de se présenter courageusement devant les représentants du peuple pour décliner sa déclaration de politique générale. Que nous, députés du Sénégal, considérerons toute dérobade comme une forfaiture et en tireront toutes les conséquences de droit. Appelons le président de l'Assemblée nationale à engager sans délai une clarification de la situation avec le pouvoir exécutif afin d'obtenir communication de la date fixée pour la déclaration de politique générale. Je dis bien, enfin, utiliseront toutes les ressources légales et constitutionnelles sans aucune faiblesse pour répondre au mépris par le mépris, la défiance par la défiance.
La cérémonie de lancement officiel du projet d'accélération de l'économie numérique au Sénégal a eu lieu ce vendredi 28 juin. C'était sous la présidence du ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall, et en présence du ministre de la Santé et de l'Action sociale, Dr Ibrahima Sy. Ce projet d'un coût de 95 milliards de francs CFA est financé par la Banque mondiale pour une durée de 5 ans, suivant les propos des ministres de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, ainsi que ceux du ministre de la Santé et de l'Action sociale, qui reviennent respectivement sur l'objectif et l'importance de ce projet. Nous nous sommes donnés comme objectif de définir une nouvelle vision numérique dont l'ambition est de renforcer la souveraineté numérique, d'assurer la digitalisation des procédures pour une administration performante et de favoriser l'accélération et le développement de l'économie numérique. Cette vision, elle vise à positionner notre pays comme un leader régional en matière de technologie et d'innovation, en créant un environnement propice à l'essor de start-up et des entreprises technologiques, tout en garantissant la sécurité et la souveraineté de nos données. Face à ces enjeux, le projet d'accélération de l'économie numérique du Sénégal, PAYENS, dont le lancement nous réunit ici ce matin et dont le périmètre, je le dis d'emblée, ne couvre pas l'ensemble des problématiques liées au digital, apporterait toutefois des réponses tangibles et poserait de solides bases pour la construction d'un édifice digital, robuste et durable, gage d'un secteur du numérique véritablement moteur du développement de l'économie. En effet, le PAYENS vise comme objectif principal d'élargir l'accès à une connectivité de large bande abordable et résiliente. La transformation digitale du système de santé est extrêmement importante parce que ça permet de gagner gain de temps, économie et efficacité. Surtout dans les services de santé qu'on va délivrer aux populations. Et ce projet-là vient à son heure. Parce que quand on parle du dossier patient, on arrivera à faire l'historique des soins, depuis la naissance jusqu'à la mort. Effectivement. Avec quelqu'un qui est aujourd'hui à Dakar, qui est dans la base de données, il part au Fouta ou il part à Fongolimé, il a un problème de santé, il faut juste qu'on fasse rentrer son identifiant pour qu'on retrace. Et même si avant il avait fait des analyses médicales, le médecin peut avoir accès à ces analyses médicales-là. Si on lui avait prescrit des ordonnances, il faut connaître ces ordonnances-là. Et il lui prescrit un traitement en connaissance de cause. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, veut en matière de collecte de déchets que nous fassions mieux que la première journée, de même qu'en matière de curage des canaux et surtout dans la mobilisation populaire, citoyenne et communautaire. Ces propos ont été tenus par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, qui était en déplacement à Jaxaay en prélude de la deuxième journée de Bossou Setal. Écoutons ces propos au micro de Mansour Diassé. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour votre présence et pour l'occasion que vous nous donnez de communiquer avec nos compatriotes, les Sénégalais de l'intérieur du pays et ceux qui sont dans la diaspora. Je suis ici au nom du président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Je suis là au nom du Premier ministre Ousmane Sonko et de tout le gouvernement pour en leur nom remercier le peuple sénégalais. Il m'a demandé de remercier très sincèrement et très vivement, chaleureusement le peuple sénégalais qui a répondu à son appel du 1er juin dernier. Il a dit à son accession au pouvoir qu'il veut placer ce mandat sous le sceau de la citoyenneté, du patriotisme, de l'engagement de chacun et chacune dans la vie de notre nation. Que chacun mette la main à l'exercice de construction du pays, que chacun se sente concerné. Et lorsqu'il a lancé cet appel pour que chaque mois, le gouvernement du Sénégal et l'Union européenne ont procédé jeudi au lancement conjoint de la phase 2 du programme partenariat opérationnel visant à consolider la lutte contre le trafic de migrants et la traite des êtres humains.
Selon le ministre de l'Intérieur qui a présidé cette cérémonie, la première phase était bien mise en œuvre. Ce nouveau programme sera donc basé sur 4 axes jusqu'en 2026. Les propos du ministre au micro de Mansour Djassé. POP 2 a vu le jour avec un objectif plus large que le programme précédent. Dans son approche thématique, le POP 2 couvre ainsi un large spectre d'actions et d'activités touchant divers domaines de la criminalité transnationale organisée, mais calqués sur les besoins sécuritaires du Sénégal. Ainsi, il n'est nul besoin de rappeler que les défis sécuritaires auxquels est confronté notre pays aujourd'hui sont multiples et multiformes. Ils ont pour nom la prévention de la lutte contre le trafic de drogue, la lutte contre la traite des êtres humains, la protection des frontières et la lutte contre tous les autres types de trafic illicite, médicaments, circulation des armes légères et de petit calibre, blanchiment de capitaux, etc. Face à ces multiples défis, le Sénégal a adopté la stratégie de la prévention et de l'anticipation qui, jusqu'à ce jour, a permis de juguler les effets et les manifestations indésirables de tous ces fléaux. Je voudrais vous garantir le soutien sans réserve de l'État du Sénégal par rapport au POP 2 et vous dire que les forces de défense et de sécurité sénégalaises, premières bénéficiaires du projet, ne ménageront aucun effort pour que sa mise en œuvre soit couronnée de succès. Pour l'accessibilité des données probantes sur les violences basées sur le genre au Sénégal, l'organisation Jigéen, dans sa campagne Je compte pour toutes, réclame une ligne budgétaire. C'était à travers une conférence durant laquelle ces femmes ont également sensibilisé les acteurs sur l'importance de la disponibilité des données. Compte rendu de la rencontre, Aïssa Touba. Pour lutter contre les violences basées sur le genre, l'accès des données devient un impératif. Et pour y arriver, l'organisation Jigéen estime que la disponibilité d'une ligne budgétaire s'impose. Aujourd'hui, que ce soit journalistes, acteurs communautaires, l'État du Sénégal lui-même, tout le monde sait que la question de la disponibilité des données est un grand problème au Sénégal. Et là, si on n'a pas la possibilité d'avoir ces données-là, de pouvoir fournir les données à temps, vous savez que ça a un impact très négatif sur l'élimination des violences basées sur le genre. Le manque de fiabilité des données qui existent déjà fait partie des facteurs bloquant leur lutte. Et au-delà de ça, vous comprenez qu'il est très difficile d'avoir globalement des données exactes sur les violences basées sur le genre en prenant en compte toutes les disparités de genre qui accompagnent un peu ces violences basées sur le genre. Face à cette situation, la présidente de l'organisation Jigéen invite les nouvelles autorités à les accompagner. Alors, nous voudrions que l'État du Sénégal puisse positionner dans un ministère de tutelle quelconque, particulièrement ou peut-être au ministère des Finances, au ministère donc de la Santé et de l'Action sociale ou au ministère de la Famille et des Solidarités, une ligne budgétaire qui permet en tout cas de financer donc ces études-là. Et on voudrait que ça puisse apparaître dans la loi de finances pour que ça soit vraiment réglementaire. À l'international, plus précisément en Mauritanie, Mohamed Ould Abdelaziz pour l'élection, disons, présidentielle. Mohamed Ould Ghazouani, plutôt à la tête du pays depuis 2019, fera partie des 7 candidats qui vont s'affronter à l'élection présidentielle et il partira d'ailleurs favori lors de ce scrutin prévu le 29 juin. Cependant, le Conseil constitutionnel a déclaré irrecevable la candidature de son prédécesseur Mohamed Ould Abdelaziz pour des raisons techniques. Les détails dans ce récit signé Mam Awassal. 7 candidats seront sur la ligne de départ de l'élection présidentielle qui se tiendra ce 29 juin 2024. Mettra aux prises le chef de l'État sortant Mohamed Ould Ghazouani et 6 autres hommes. Selon la liste définitive des candidats publiée lundi 20 mai,
par le Conseil constitutionnel. Le président sortant, M. Ghazouani, âgé de 67 ans, est à la tête de ce vaste pays d'environ 4,5 millions d'habitants depuis 2019. Favori pour un deuxième mandat, le Conseil constitutionnel n'a pas retenu la candidature de son prédécesseur Mohamed Ould Abdel Aziz, tombé en disgrâce sous M. Ghazouani, qui avait été l'un de ses plus fidèles compagnons par le passé et dont il avait préparé l'élection à la présidence. La justice avait contre toute attente autorisé M. Aziz à sortir de prison pour aller déposer sa candidature au Conseil constitutionnel la semaine dernière. Nous restons d'ailleurs toujours avec Mama Wassal dans cette page internationale pour parler des élections législatives en France. Les Français donc appelés aux urnes ce dimanche 30 juin 2024. Les sondages se poursuivent. L'extrême droite est toujours en tête devant la partie gauche et le nouveau Front populaire. Ces échéances sont très suivies par le continent africain qui s'inquiète pour ses fils en France. Mama Wassal dans ce récit. Mais le Conseil a d'emblée déclaré le dossier irrecevable pour des raisons techniques dont l'insuffisance des parrains requis. À 2 jours du premier tour des élections qui se tiendront le 30 juin, l'extrême droite est toujours donnée en tête des sondages, devant l'Union de gauche et le nouveau Front populaire. Cette ascension fulgurante du Rassemblement national RN est suivie de près sur le continent africain et fait réagir nombre de citoyens, notamment inquiets pour la diaspora en France. Surtout après l'annonce par la RN de sa volonté d'interdire certains emplois sensibles. Par exemple, dans la défense aux binationaux. Aliou Tine, fondateur du Africa Jom Center, est basé à Dakar et travaille sur les questions de démocratie et de paix en Afrique de l'Ouest. Il appelle les leaders africains à se prononcer contre l'extrême droite et s'alarme du programme du RN. La majorité présidentielle se retrouve en 3e position avec 10 points de retard. L'extrême droite fait la course en tête dans toutes les études d'opposition, suivies quelques points derrière par l'alliance de gauche du nouveau Front populaire. La suite de cette édition donc en brève, plus de 61 millions d'Iraniens sont appelés aux urnes ce vendredi 28 juin. Tous les ténors modérés et réformateurs se sont mobilisés ces dernières semaines pour appeler les Iraniens à se rendre aux urnes. Parmi les 6 candidatures validées par le Conseil des gardiens de la Constitution, ils ne sont plus que 4 en lice. Les opérations de vote ont débuté à 8h, heure locale, dans les 58 640 bureaux de vote disséminés dans l'immense pays de la mer Caspienne au nord du Golfe dans le sud. Cette élection a dû être organisée dans la hâte après la mort du président Ebrahim Raïssi dans un accident d'hélicoptère le 19 mai dernier. Comme il est de tradition, le guide suprême Ali Khamenei a été l'un des premiers à voter devant des dizaines de caméras dans un bureau de vote de Téhéran. Aux États-Unis également, nous parlons toujours d'élections. Le président américain Joe Biden et son prédécesseur républicain Donald Trump ont débattu ce jeudi dans une atmosphère tendue où les invectives se sont enchaînées. Durant les 90 minutes de débat télévisé, la voix de Joe Biden était à peine audible, ses mouvements étaient lents et son regard absent. Le président américain a plusieurs fois bégayé, il s'est repris laborieusement, a perdu le fil de sa pensée et face à lui, Donald Trump s'en est donné à cœur joie. Une prestation jugée désastreuse sur les plateaux des chaînes d'information américaines, même l'ancienne directrice de communication de Joe Biden est bien obligée de reconnaître que c'était un débat vraiment décevant pour Joe Biden, impossible de le dire autrement, déclare Kate Bedingfield, dont les propos sont rapportés par le correspondant David Thompson.
Avant de nous séparer, nous vous donnons juste le programme pour les 8e de finale qui débuteront demain samedi à 16h. Suisse fera face à l'Italie et puis l'Allemagne au Danemark à 19h. Ce sera donc la première journée pour les 8e de finale. Et puis dimanche, l'Angleterre fera face à la Slovaquie et puis l'Espagne à la Géorgie. Donc c'était le programme pour ce week-end. Lundi, nous vous retrouverons dans la bonne heure. D'ici là, portez-vous bien. Ce fut un immense plaisir de vous présenter cette édition du vendredi. Passez une excellente suite de programmes, une excellente suite de soirée plutôt en compagnie des programmes de GTV. Bonsoir et Juma Mubarak.